Imagine un peu qu'une seule molécule puisse déterminer si quelqu'un vit ou meurt. Pendant la pandémie, la demande en oxygène médical a explosé de 700%. Et la moindre erreur dans sa composition, eh bien, ça peut coûter une vie. Pour créer ce gaz qui sauve des patients dans les moments critiques, on refroidit l'air à moins 180 degrés Celsius. On le filtre au micron près et on le stérilise comme un produit pharmaceutique. Cet oxygène, on le stocke dans des réservoirs qui ressemblent à des capsules spatiales. Et on l'achemine vers les hôpitaux avec une précision moléculaire. Aujourd'hui, on va te montrer comment, à partir de simple air, on fabrique une véritable arme contre la mort. L'oxygène médical, il doit être pas juste pur, mais stérile, contrôlé et puissant. On le fabrique dans des usines spéciales, où l'air de l'atmosphère est séparé en ses composants, grâce à des températures et des pressions extrêmes. Ces machines énormes. C'est un peu comme si elles faisaient de la chimie du futur, là, maintenant. Et après, eh bien, il y a les bouteilles, les tuyaux, les concentrateurs. Et surtout, les gens qui peuvent à nouveau respirer. Les hôpitaux, les ambulances, les blocs opératoires. Tout ça fonctionne parce que quelqu'un, un jour, a appuyé sur le bouton de démarrage d'une unité de production d'oxygène. Et tu sais quoi? C'est juste incroyable. L'air qu'on respire contient environ 21% d'oxygène. C'est cette ressource que les spécialistes capturent dans des installations dédiées, les unités de séparation de l'air. Là, avec des compresseurs et des systèmes de filtration, on le nettoie de la poussière, de l'humidité, du dioxyde de carbone et parfois même des traces d'hydrocarbures. À cette étape, c'est la stérilité absolue et la précision chirurgicale qui priment. L'air passe d'abord par plusieurs filtres, histoire que l'installation n'avale pas des insectes, de la poussière ou d'autres cochonneries. Ensuite, c'est la magie de la technologie qui opère. On refroidit l'air à presque moins 200 degrés Celsius pour le rendre liquide. Pour ça, on utilise le cycle de Joule-Thomson. C'est un principe selon lequel un gaz qui se détend brusquement se refroidit. Le résultat, c'est un mélange liquide d'azote, d'oxygène et d'autres gaz. On les sépare ensuite par rectification fractionnée. Comme chaque substance s'évapore à une température différente, on peut les isoler les unes des autres. Malin, non? L'oxygène liquide est ensuite transformé en gaz ou laissé sous forme liquide. Ça dépend des besoins. Pour l'usage médical, la pureté est cruciale. À ce stade, l'oxygène doit atteindre au moins 99,5% de concentration, sans aucune impureté nocive. On le purifie encore, on le sèche et on le stérilise. Ce qui est intéressant, c'est que certains hôpitaux ont leur propre mini-usine pour produire de l'oxygène à partir de l'air. Ça leur assure un approvisionnement continu, en temps réel. Et dans les grandes usines, on produit des centaines de tonnes d'oxygène chaque jour. C'est vital, en cas d'urgence ou pendant les pics épidémiques. Imagine qu'une seule petite erreur dans la composition de l'oxygène médical, ça peut coûter la vie à quelqu'un. C'est pour ça que la qualité de ce gaz est contrôlée avec une rigueur extrême, au même niveau que les produits pharmaceutiques. Chaque lot passe par plusieurs étapes de vérification avant même d'arriver à l'hôpital. Tout commence par une analyse de pureté en laboratoire. On utilise des analyseurs de gaz ultra précis, capables de détecter la moindre trace d'impureté, comme le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, l'humidité, l'azote ou des résidus organiques. Tout ce qui dépasse les normes, même d'1 millième de %,
est automatiquement rejeté. Ensuite, il y a les tests microbiologiques. L'oxygène ne doit contenir aucune bactérie, aucun champignon, aucun micro-organisme, rien. Parce que souvent, on le donne à des patients dont le système immunitaire est très affaibli. Les nouveau-nés, les personnes après une opération ou les malades du Covid-19. Pour garantir ça, tout l'équipement par lequel passe l'oxygène est stérilisé et les bouteilles ou réservoirs sont traités avec des antiseptiques avant d'être remplis. Une autre étape super importante, la vérification de l'humidité. Trop d'humidité dans l'oxygène, ça peut causer des problèmes respiratoires ou endommager le matériel médical. Donc, chaque lot est séché et testé pour s'assurer que la teneur en vapeur d'eau ne dépasse pas les seuils critiques. On vérifie aussi la pression et l'étanchéité des bouteilles pour éviter les fuites, ou pire, les explosions. Les fabricants doivent tenir une documentation complète pour chaque lot, avec analyse chimique détaillée, date de production et signature des responsables. Sans ça, pas de livraison. C'est la loi. Le contrôle est tellement strict que parfois, même les hôpitaux vérifient eux-mêmes la qualité de l'oxygène avant de l'utiliser, avec des analyseurs de gaz portables. Parce qu'avec l'oxygène médical, le dicton c'est « la confiance n'exclut pas le contrôle ». L'oxygène médical existe sous deux formes principales, gazeuse et liquide. Et selon la forme, les conditions de stockage et de transport sont complètement différentes. Tout ça dans un seul but, qu'au moment le plus critique, l'oxygène soit là où il faut, en quantité suffisante, et sans avoir perdu sa qualité. L'oxygène gazeux est généralement stocké dans des bouteilles haute pression, en acier ou en alliage d'aluminium. Elles peuvent supporter une pression de 150 ou 200 atmosphères, et chacune a un chapeau de protection, un détendeur, et un marquage bien visible. On voit ces bouteilles dans les hôpitaux, au pied du lit des patients, ou dans les ambulances. On les transporte dans des véhicules spéciaux, bien arrimés, pour qu'elles ne roulent pas, ne surchauffent pas et ne soient pas endommagées. Mais avec l'oxygène liquide, c'est encore plus fascinant. Il prend 800 fois moins de place que sous forme gazeuse. Donc c'est super rentable de le stocker et de le transporter en grande quantité. Mais il y a un mais. Sa température est de moins 183 degrés Celsius. Du coup, on le conserve dans des réservoirs cryogéniques. Ça ressemble à des thermos géants avec des parois super épaisses et entre les parois, il y a du vide ou des matériaux isolants spéciaux. Ces réservoirs sont installés à côté des grands hôpitaux ou dans les stations d'oxygène. Pour le transport, on utilise des citernes cryogéniques spéciales. On dirait des vaisseaux tout droit sortis d'un film de science-fiction. Elles ne font pas que garder le froid. Tout est automatisé à l'intérieur. La pression, la température, le niveau d'oxygène. En plus, s'il y a une fuite, l'oxygène peut s'évaporer et se mélanger à l'air. Donc, les systèmes de sécurité sur ces engins sont au top niveau. Une fois arrivé, l'oxygène liquide peut être distribué via un réseau centralisé jusqu'à chaque lit, ou alors il est retransformé en gaz grâce à des vaporiseurs. Ça permet aux hôpitaux d'avoir une source d'oxygène stable sans avoir à changer constamment les bouteilles. Et dire que tout a commencé en 1774, quand Joseph Priestley a isolé l'oxygène pour la première fois et l'a appelé air déphlogistiqué. Il ne savait pas encore son rôle vital, mais il avait remarqué « les bougies brûlent plus fort et les souris sont plus actives quand elles respirent ce gaz ».
C'est plus tard qu'Antoine Lavoisier lui a donné son nom actuel, oxygène. Avec les progrès de la chimie et de l'ingénierie au 19e siècle, on a appris à produire de l'oxygène à l'échelle industrielle. En 1895, Carl von Linde a mis au point la méthode de liquéfaction de l'air. C'est elle qui sert de base à la production moderne d'oxygène médical. Au XXe siècle, surtout pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, le besoin en oxygène a grimpé en flèche. Pour les opérations, soigner les blessés, aider à la respiration. C'est comme ça que l'oxygène s'est imposé comme un élément clé des soins médicaux. Aujourd'hui, on le produit dans des conditions stériles, on vérifie sa pureté et on le livre aux hôpitaux, non plus comme une curiosité chimique, mais comme une véritable arme contre la mort. Toutes les 60 secondes dans le monde, plus de 100 catalyseurs sont volés sur des automobiles. Les criminels ne chassent pas les voitures. Ils s'intéressent au métal à l'intérieur, plus cher que l'or et le platine réunis. Son prix atteignait 2800 $ l'once, et les réserves mondiales pourraient s'épuiser dans quelques décennies. Le plus étonnant, ce métal est caché dans le pot d'échappement de presque chaque voiture qui passe devant vous en ce moment même. Le palladium, un élément rare dont 80%, est concentré dans seulement 2 pays et qui nous sauve littéralement de l'asphyxie chaque jour. Mais il y a un détail que peu de gens soupçonnent. Et si vous regardez jusqu'à la fin, vous découvrirez le sombre secret de pourquoi ce métal, sans intérêt apparent, pourrait provoquer une crise mondiale dès demain. Prêts à révéler la vérité sur le palladium? Oubliez les diamants brillants et les montres de luxe. Le vrai buzz et la vraie valeur dans le monde moderne se cachent souvent là où vous vous y attendez le moins. Le palladium, c'est exactement ce genre de MVP de l'ombre. Le truc c'est, si vous avez une voiture, alors c'est presque sûr à 100% qu'elle contient un catalyseur. Et dedans, du palladium. Ce n'est pas juste une petite pièce quelconque, c'est un vrai filtre qui rend l'air que nous respirons plus propre. Quand le moteur brûle de l'essence, il dégage plein de substances nocives. Monoxyde de carbone, oxyde d'azote, hydrocarbures. Si tout cela était simplement relâché dans l'atmosphère, nous respirerions du poison depuis longtemps. C'est là qu'entre en jeu le catalyseur. Le palladium, avec le platine et le rhodium, agit comme catalyseur. Il accélère les réactions chimiques qui transforment ces gaz toxiques en substances moins nocives. Eau, dioxyde de carbone et azote. Autrement dit, il nous sauve littéralement du smog et des pluies acides. Le palladium appartient au groupe des métaux du platine, qui comprend également le platine, le rhodium, le ruthénium, l'osmium et l'iridium. Ces métaux sont rares, inertes, c'est-à-dire qu'ils ne réagissent pas facilement avec d'autres éléments et ont des propriétés catalytiques uniques. Longtemps, le platine était le roi. Il était utilisé en bijouterie, dans l'industrie et dans ces mêmes catalyseurs. Mais ensuite, il y a eu un plot twist. La demande d'automobiles a commencé à croître, les normes écologiques devenaient de plus en plus strictes et le palladium s'est révélé être une alternative moins chère et plus efficace au platine pour les moteurs essence. Pour les diesels, le platine reste plus performant. Résultat, le prix du palladium a littéralement explosé. Il a dépassé le platine, puis l'or, devenant l'un des métaux les plus chers au monde. En 2020 et 2021, son prix atteignait plus de 2800 $ l'once, ce qui en faisait l'objet d'envie de tous les investisseurs, et la cause de la chasse aux catalyseurs pour un gain facile. Ne reproduisez pas ça chez vous, c'est criminel.
Le palladium est une ressource qui est extraite de la Terre. Et il y en a très peu. Selon les estimations d'experts, plus de 80% des réserves mondiales de palladium sont concentrées dans seulement 2 pays, l'Afrique du Sud et la Russie. Imaginez que tous vos produits dérivés préférés ou votre console de jeu ne soient fabriqués que par 2 entreprises au monde. Le moindre problème chez elles, et c'est fini. Pénurie, prix dans l'espace, buzz incontrôlable. C'est pareil avec le palladium. Les événements politiques et économiques dans ces pays peuvent instantanément influencer les livraisons mondiales et le prix du métal. Et le plus important, c'est une ressource non renouvelable. Chaque gramme que nous extrayons est un gramme de moins dans les entrailles de la Terre. Au rythme actuel d'extraction et de consommation, les réserves de palladium pourraient s'épuiser dans quelques décennies. Ce n'est pas seulement un problème pour l'industrie automobile, c'est un défi global qui force les scientifiques et ingénieurs à chercher des alternatives et de nouvelles solutions. La majorité du palladium, comme nous l'avons déjà établi, se trouve dans 2 endroits sur la planète. Et il n'y traîne pas en pépites séparées, comme l'or ou l'argent. Le palladium est un vrai introverti qui se cache en compagnie de ses frères du groupe des métaux du platine et d'autres métaux, comme le nickel et le cuivre. Il fait partie d'un minerai complexe qu'il faut d'abord trouver, puis très soigneusement déballer. Les géologues étudient pendant des années de vastes zones terrestres, utilisant diverses technologies, du cartographie détaillée et des méthodes géophysiques, séquant avec des appareils spéciaux. Ils radiographient la Terre pour trouver des anomalies, jusqu'au forage d'exploration. Ils cherchent ces fameux corps minéralisés, des zones rocheuses où la concentration de palladium et d'autres métaux précieux est suffisamment élevée pour que leur extraction soit économiquement rentable. Trouvé? Cool. Maintenant commence le plus intéressant. La majorité du palladium est extraite de mines souterraines. Oubliez les images de dessins animés, où les nains creusent avec des petites pioches. Ce sont des constructions d'ingénierie colossales. D'énormes tunnels qui s'étendent sur des kilomètres sous terre, parfois jusqu'à 4 kilomètres de profondeur. C'est comme construire des villes souterraines entières. Les mineurs, dans un équipement spécial et avec des masques qui protègent de la poussière, travaillent dans des conditions difficiles. Ils utilisent de puissantes foreuses pour créer des trous de mine, des orifices dans la roche. Puis ces trous sont remplis d'explosifs. Boum! Après l'explosion contrôlée, la roche se brise et forme de gros morceaux de minerai contenant du palladium. Ces morceaux de roche sont ensuite chargés dans des camions spéciaux ou sur des tapis roulants qui les transportent vers les ascenseurs. Les ascenseurs sont comme des ascenseurs géants qui déplacent des tonnes de minerai des profondeurs de la mine vers la surface. C'est un processus très énergivore et toute cette infrastructure, ventilation, éclairage, transport, nécessite un contrôle et une maintenance constants. Quand le minerai arrive en surface, ce n'est pas encore fini. Il ressemble juste à une pierre ordinaire, et personne ne devinerait même qu'un métal précieux y est caché. Donc, la prochaine étape est l'enrichissement. C'est comme séparer le grain de la paille, mais à l'échelle d'une entreprise industrielle. D'abord, le minerai est broyé. Il passe par des concasseurs, des machines gigantesques qui brisent littéralement les gros morceaux en plus petits. Puis ces morceaux plus petits sont alimentés dans des broyeurs, où à l'aide de boules ou de barres d'acier, ils sont réduits en fine poudre. C'est un vrai spectacle de puissance industrielle. Grondements, vibrations, nuages de poussière. Tout cela crée l'impression que vous vous trouvez sur une station spatiale. Après le broyage, commence le processus le plus complexe et le plus intéressant, la flottation. De grands réservoirs remplis d'eau, à laquelle on ajoute des réactifs chimiques spéciaux, collecteurs,
et moussant. Ces réactifs ont une propriété étonnante. Ils adhèrent sélectivement aux particules de palladium et d'autres métaux du groupe du platine, les rendant hydrophobes, c'est-à-dire repoussant l'eau. Puis, on fait passer de l'air à travers ce mélange, créant des millions de bulles. Les particules de minerais auxquelles les réactifs ont adhéré s'accrochent à ces bulles et remontent à la surface, formant une mousse. Et la roche vide se dépose au fond. Cette mousse est collectée. C'est le concentré qui contient beaucoup plus de palladium que le minerai initial. Mais même ce concentré contient encore plein de choses indésirables. Donc il est envoyé aux usines métallurgiques. Là, le concentré subit un traitement à haute température dans des fours, où les métaux fondent, puis ils sont séparés par différentes méthodes. Par exemple, par électrolyse ou dissolution chimique, pour séparer les métaux du platine, du nickel et du cuivre. C'est une ingénierie chimique très complexe qui permet d'obtenir un mélange de métaux du groupe du platine. Chaque année, l'humanité consomme plus de 100 000 tonnes de tungstène, un métal si dur que même son extraction nécessite des outils en tungstène. Mais peu savent que l'un des principaux fournisseurs de cette ressource stratégique est le Vietnam. Au milieu de la jungle, où vapeur et brume se mêlent au parfum de fleurs, se cache la mine de Nguy Phao, l'une des plus grandes au monde. Là, sous terre, se déroule un processus semblable à l'alchimie. Du minerai gris naît le métal qui façonne chars d'assaut, forêts et avions. Comment le Vietnam a-t-il transformé la jungle en cœur industriel de la métallurgie mondiale? Reste jusqu'à la fin et tu découvriras ce que testent même les grandes entreprises. Le Vietnam, ce n'est pas seulement des paysages exotiques et une culture ancestrale. Ce pays est un acteur inattendu, mais essentiel sur la scène mondiale de l'extraction du tungstène, un métal d'importance stratégique. Sa résistance extraordinaire et sa capacité thermique inégalée font du tungstène un élément indispensable dans le monde moderne. Il trouve des applications depuis l'ingénierie de haute technologie, où il forme des outils de coupe, jusqu'à l'industrie militaire, où il garantit une résistance supérieure du blindage et un pouvoir de pénétration des projectiles. En fait, le tungstène est le cœur d'acier de l'industrie, et le Vietnam joue un rôle critique dans l'approvisionnement de cette ressource vitale. De sa disponibilité dépend le développement de nombreuses technologies clés. Information inattendue, n'est-ce pas ? Les principaux gisements de tungstène au Vietnam sont concentrés dans la région où se trouve la mine mondialement connue de Nguy Phao. Ce complexe minier est l'un des plus grands au monde, combinant technologie moderne et paysage unique de la jungle vietnamienne. L'idée même d'intégrer une installation industrielle dans un tel écosystème est un défi, mais le Vietnam déploie des efforts considérables pour minimiser l'impact environnemental, alliant extraction efficace et attitude responsable envers la nature. Le tungstène, contrairement à d'autres métaux, n'existe pas sous forme pure et native. Il est extrait sous forme de minéral, dont le plus répandu est la wolframite, un composé complexe de fer, manganèse et tungstène. Ce diamant d'acier se cache profondément dans les entrailles de la Terre, souvent entouré d'autres roches. Dans les mines vietnamiennes, comme la mondialement célèbre Nguy Phao, les mineurs accomplissent quotidiennement un travail titanesque. À l'aide d'équipements miniers avancés, puissantes foreuses, marteaux-piqueurs et excavatrices spécialisées, ils extraient le minerai contenant la wolframite depuis des tunnels souterrains et des carrières à ciel ouvert. C'est un processus complexe et laborieux
qui exige précision et respect de normes de sécurité strictes pour atteindre la précieuse matière première cachée dans les profondeurs. Dans les usines de traitement situées près des mines, le minerai subit une série de processus. Les énormes morceaux de minerai extraits des profondeurs, pesant parfois des centaines de kilogrammes, arrivent au traitement primaire. Là, ils rencontrent des concasseurs colossaux, des machines gigantesques qui, avec une force incroyable, broient les blocs de pierre. Avec un fracas assourdissant et des vibrations, ces machines semblent mâcher la roche, la transformant en fractions plus petites. Ensuite, le minerai broyé passe dans des broyeurs. Ce sont d'énormes tambours rotatifs, à l'intérieur desquels se trouvent des billes métalliques. Sous l'action de la rotation et de la gravité, ces billes broient inlassablement les morceaux de minerai, les transformant en poudre très fine, presque comme de la farine. C'est un spectacle de mouvement constant, de puissance et de transformation, où la masse minérale brute se transforme étape par étape, en concentré prêt pour le traitement ultérieur, libérant la précieuse wolframite. Le concentré de wolframite purifié est ensuite traité dans des usines spécialisées. Là, il subit un traitement chimique pour obtenir du tungstène pur, qui peut ensuite être allié à d'autres métaux, comme le nickel ou le fer, pour créer des alliages aux propriétés spéciales, résistance accrue, résistance à l'usure ou résistance thermique. Le tungstène est le métal le plus dur, ce qui permet de l'utiliser pour fabriquer des outils résistants à des charges extrêmes. Il a le point de fusion le plus élevé parmi tous les métaux, 3422 degrés Celsius, ce qui le rend idéal pour des applications dans des environnements à haute température. Il est très dense, presque autant que l'or, ce qui est important pour certaines applications. Le tungstène est indispensable dans l'industrie militaire pour fabriquer des blindages ultra résistants et des noyaux de projectiles perforants garantissant une haute capacité de pénétration. Les forêts, fraises et trépans en alliage de tungstène peuvent découper les roches les plus dures, ce qui est crucial dans l'industrie pétrolière, gazière et minière. Vous voyez l'ironie? Même pour extraire la wolframite et obtenir du tungstène, il faut du tungstène. Ce matériau ultra résistant est activement utilisé dans la construction mécanique, pour la production d'outils de coupe utilisés dans le travail des métaux, ainsi que dans la fabrication de pièces devant supporter des températures élevées et l'usure. Et savez-vous qu'avec le tungstène, on fabrique des instruments chirurgicaux? Y a-t-il des médecins par ici? Confirmez ou infirmez cette information dans les commentaires. Pour vraiment apprécier la puissance du tungstène, imaginez ceci. 1 kg de tungstène pur peut être transformé en un forêt capable de percer jusqu'à 1000 mètres de roche. Cela démontre l'efficacité incroyable de ce métal et sa contribution significative au développement de l'industrie et des technologies. Le Vietnam possède l'une des plus grandes réserves confirmées de tungstène au monde. Les chiffres exacts peuvent varier selon la source, mais selon diverses estimations, les réserves de minerais de wolframite dans le pays atteignent des millions de tonnes. Cela garantit une perspective d'extraction à long terme. Annuellement, des mines vietnamiennes, en particulier du complexe de Nguy Phao, sont extraites environ 15 000 tonnes de tungstène en termes de métal pur ou de concentré de tungstène. Ce chiffre fait du Vietnam l'un des 5 principaux pays producteurs de tungstène au monde, rivalisant avec des géants comme la Chine et le Canada. Le tungstène vietnamien représente une portion significative de l'approvisionnement mondial. Bien que la Chine reste le joueur dominant, le Vietnam joue un rôle d'importance critique dans la diversification des sources d'approvisionnement, ce qui est vital pour la stabilité globale du marché des métaux stratégiques.
L'industrie minière et de traitement du Vietnam liée au tungstène fournit des milliers d'emplois pour la population locale, incluant ingénieurs, mineurs, techniciens et personnel administratif. Au cœur même du Vietnam, où les jungles centenaires murmurent leurs secrets verts et où l'air humide est imprégné de parfums de fleurs exotiques, se cache une perle inattendue de la modernité, la mine de Nguy Phao. Ce n'est pas simplement une installation industrielle, c'est une symbiose étonnante du travail humain incessant et de la grandeur de la nature vierge. Ici, entre les couronnes émeraudes des arbres qui s'élèvent vers le ciel et les torrents impétueux qui traversent les chaînes de montagnes, la main humaine pénètre dans les entrailles de la terre. Chaque année, le monde jette plus de 50 millions de tonnes de déchets électroniques. Mais il existe un pays qui a décidé de changer cette statistique pour toujours. La Corée du Sud. Ici, dans l'usine ultramoderne de LG Chem, les vieilles batteries ne sont pas jetées, elles renaissent. Le lithium, le cobalt, le nickel, des métaux qui autrefois finissaient dans les décharges, alimentent désormais à nouveau les voitures électriques et les smartphones. Mais derrière cette propreté se cache quelque chose de plus qu'une simple technologie. C'est toute une philosophie d'un monde nouveau où les déchets deviennent des ressources et l'ingénierie, un art de sauver la planète. Que cache donc cette usine qui transforme les déchets en or du futur? Restez jusqu'à la fin et vous verrez ce qu'on ne montre même pas dans les reportages scientifiques. Yoon Ji-hoon a toujours rêvé de faire quelque chose de significatif pour la planète. Depuis l'enfance, en observant le développement rapide des technologies, il voyait aussi le revers de la médaille, des montagnes de déchets électroniques qui croissaient chaque année. Les batteries, partie intégrante de notre vie quotidienne, lui semblaient un défi particulièrement inquiétant. Leur quantité limitée de matières premières et les dommages potentiels à l'environnement après utilisation ne lui laissaient aucun repos. C'est pourquoi, lorsque la Corée du Sud a annoncé un programme national ambitieux de recyclage des batteries au lithium, Yoon a senti qu'il avait trouvé sa vocation. Le pays, devenu leader mondial dans la production d'électronique, avait maintenant l'intention de diriger aussi le mouvement pour son développement durable. Et l'usine LG Chem à Séoul était l'un des fleurons de cette révolution écologique. Enfin, Yoon Ji-hoon se tenait devant les immenses murs de verre d'un bâtiment qui ressemblait plus à une galerie d'art qu'à un site industriel. Aucune cheminée fumante, aucun bruit assourdissant. Seulement des lignes épurées et une architecture impressionnante, reflétant la philosophie de production verte. « Bienvenue dans notre futur, monsieur Yoon », le salua une voix chaleureuse. C'était Lee Jong-woo, le directeur de l'usine. Un homme aux cheveux gris avec des yeux pétillants qui rayonnaient d'enthousiasme. Préparez-vous à quelque chose de vraiment impressionnant. Monsieur Lee conduisit Yoon vers l'entrée, où une voiturette électrique les attendait déjà. Pendant le trajet vers le premier atelier, Lee Jong-woo parlait de la philosophie de l'usine. « Nous aspirons à une économie circulaire absolue », expliquait-il. « Chaque batterie usagée n'est pas un déchet, mais une ressource précieuse qui attend sa renaissance. Nous ne recyclons pas simplement, nous redonnons vie. » Leur chemin passait par des couloirs transparents, d'où s'ouvrait une vue panoramique sur les jardins entourant les ateliers de production.
ça ne ressemblait à aucune usine que Yoon avait vue auparavant. Même l'air était pur et frais, dépourvu de toute odeur industrielle. Enfin, ils arrivèrent au premier atelier, le terminal de réception. Yoon Ji-hoon s'attendait à voir des montagnes de batteries sales et endommagées. Mais au lieu de cela, un ordre impressionnant s'offrit à sa vue. Toutes les batteries qui arrivaient ici étaient soigneusement triées et placées dans des conteneurs hermétiques. « Nous recevons des batteries de toute la Corée du Sud, ainsi que d'autres pays asiatiques », expliqua Lee Jong-woo. Et le plus important, ce ne sont pas seulement des batteries de voitures électriques, mais aussi de téléphones portables, d'ordinateurs portables, d'outils électriques, de tous les appareils alimentés par des batteries au lithium. Yoon observait avec étonnement comment les manipulateurs robotisés de LG Chem, se déplaçant avec précision, déchargeaient les conteneurs. Ces robots étaient conçus non seulement pour déplacer des charges, mais aussi pour le diagnostic initial et l'identification des types de batteries. Chaque mouvement était perfectionné. La phase initiale, c'est le démontage, poursuivit Lee. C'est ici que commence la magie. Ils passèrent à l'atelier suivant, l'atelier de démontage. Ici, derrière d'épaisses cloisons de verre, travaillaient des robots encore plus sophistiqués. Ils démontaient soigneusement les batteries, les séparant en composants individuels. Boîtiers, électrodes, séparateurs. Tout le processus était entièrement automatisé pour minimiser les risques pour l'homme et assurer une efficacité maximale. Chaque batterie a son passeport, unique, dit Lee, montrant l'écran où s'affichèrent des informations détaillées sur une batterie spécifique. Nous connaissons son type, son fabricant, sa date de production. Cela nous permet d'optimiser le processus de démontage et d'assurer la plus haute qualité des matériaux extraits. Après le démontage, les composants des batteries passaient à l'étape suivante, la plus importante, l'atelier hydrométallurgique. C'était le cœur de l'usine. L'air ici était un peu plus humide et on sentait un léger goût métallique dans l'air. Ici, nous utilisons des procédés chimiques pour extraire les métaux précieux, expliqua Lee Jong-woo. Le lithium, le cobalt, le nickel, le manganèse, c'est le véritable or de notre siècle. Yoon Ji-hoon imaginait les réactions chimiques complexes qui se déroulaient dans ces immenses réservoirs. Grâce à l'hydrométallurgie, les métaux précieux se dissolvaient dans des solutions spéciales, puis, par électrolyse et d'autres technologies, se séparaient sous forme pure. Ce processus nous permet d'extraire 90% des matériaux de chaque batterie, dit Lee avec fierté. Imaginez, d'une batterie usagée, nous récupérons presque tous ses composants pour les réintégrer dans le cycle de production. C'est un pas incroyable vers la réduction du besoin en ressources primaires et la minimisation des déchets. Yoon Ji-hoon était impressionné. Ce n'était pas simplement une usine, c'était un véritable laboratoire du futur, où les déchets se transformaient en nouveaux matériaux. Ils passèrent à l'atelier suivant, l'atelier de traitement des matériaux secondaires, où le lithium, le cobalt et autres métaux déjà extraits subissaient un nettoyage final et une préparation pour une utilisation ultérieure. C'étaient des granules et des poudres brillantes qui ressemblaient à des pierres précieuses. Ces matériaux sont ensuite renvoyés aux fabricants de batteries, raconta Lee. LG Chem, Samsung SDI, SK, Innovation, tous utilisent nos matériaux recyclés pour créer de nouvelles batteries de haute qualité. C'est un véritable cycle fermé. Yoon Ji-hoon comprit que ce n'était pas simplement du recyclage, c'était une renaissance. Chaque batterie recyclée recevait une chance de nouvelle vie,
devenant partie d'une nouvelle voiture électrique, d'un nouveau smartphone ou d'un nouveau système de stockage d'énergie. C'était la véritable économie circulaire en action. À la fin de la visite, Lee Jong-hoo invita Yoon au centre de contrôle, qui ressemblait à un vaisseau spatial. De grands écrans affichaient des données sur chaque étape de production, et les opérateurs surveillaient les indicateurs en temps réel. Notre objectif est de recycler 500 000 tonnes de lithium par an, dit Lee, montrant un graphique démontrant la croissance rapide des volumes de recyclage. Cela nous permettra de réduire considérablement la dépendance aux importations de matières premières et de rendre la Corée du Sud encore plus résiliente et indépendante. Yoon Ji-hoon sentit l'inspiration le remplir. Il avait vu non pas simplement une usine, mais un espoir pour l'avenir, où technologie et écologie marchent main dans la main, où chaque pas, chaque invention d'ingénierie vise à préserver notre planète. Et le plus intéressant, ajouta Lee en souriant, tous ces processus, toute cette infrastructure complexe fonctionnent grâce aux énergies renouvelables. Panneaux solaires sur le toit, système géothermique de chauffage, nous visons zéro émission de carbone. Yoon Ji-hoon, qui sortit de l'usine LG Chem en fin d'après-midi, se sentait une personne différente. Il avait vu le futur, et ce futur était lumineux, propre et écologique. La Corée du Sud, pays de haute technologie, avait montré au monde entier qu'on peut non seulement produire, mais aussi consommer de manière responsable, donnant une nouvelle vie aux vieilles choses. L'histoire du recyclage des batteries en Corée du Sud, qu'il considérait autrefois comme de simples nouvelles, était maintenant devenue pour lui une réalité vivante. Il savait que son propre travail, ses propres idées, feraient désormais partie de ce mouvement grandiose et mondial. Le mouvement vers un monde où chaque ressource est précieuse, où chaque déchet a du potentiel, où l'économie circulaire n'est pas simplement une tendance, mais une nécessité vitale. Et il était fier de faire partie de cette ère de renaissance. Chaque année, le monde produit plus de 100 millions de tonnes d'acier, mais seule sa partie la plus résistante devient le cœur des ponts géants. En Chine existe une usine, où naissent des chaînes d'acier longues, comme un homme, et pesant plus de 3 tonnes. Chaque maillon se forme ici sous une pression de dizaines de milliers de tonnes, pour ensuite maintenir des villes entières au-dessus de l'eau. Ça semble être une force créée par les dieux du métal, mais c'est de la science exacte, où même une micro-fissure peut décider du sort d'un pont. Comment, à partir d'un morceau d'acier informe, naît un maillon capable de résister à un tremblement de terre? Restez jusqu'à la fin et vous verrez comment on crée la colonne vertébrale des ponts les plus puissants de la planète. Le début de la grande histoire des chaînes de ponts prend toujours son départ avec le laminage d'acier, la base, la matière première sans laquelle on ne peut imaginer aucune construction solide. Dans cette usine chinoise, on utilise des alliages d'acier spéciaux, développés spécifiquement pour résister à des charges incroyables. Ils ne ressemblent pas à l'acier ordinaire qu'on utilise au quotidien. C'est un matériau résistant qui combine solidité, flexibilité et durabilité. Tout ce qu'il faut pour qu'un maillon de chaîne de pont supporte des kilotonnes de pression, les impacts climatiques et même les oscillations lors des tremblements de terre. Le métal arrive à l'usine sous forme de grandes barres et blocs d'acier. Le poids de chaque bloc atteint parfois 3 tonnes, environ la moitié d'un camion. Imaginez ce morceau massif de métal qui deviendra une partie d'une chaîne indestructible. Chaque bloc passe par un traitement préliminaire
pour obtenir une structure homogène sans micro-fissures ni défauts, car même la moindre faiblesse peut mettre en danger la sécurité de tout le pont. Ces alliages d'acier sont créés pour être non seulement ultra résistants, mais aussi conserver leur élasticité, car les structures de pont sont constamment soumises à des charges dynamiques. Elles oscillent sous le vent, se dilatent et se contractent avec les variations de température, résistent aux chocs et même au mouvement du sol. C'est pourquoi la chaîne doit être un peu vivante, flexible mais stable. Le processus technique commence par une vérification rigoureuse de la composition chimique de l'acier. Des capteurs spéciaux et des analyses de laboratoire garantissent que le matériau répond à toutes les normes strictes. Ce n'est qu'après cela que le laminage est dirigé vers les machines, où seront formés ces maillons géants capables de soutenir un pont extrêmement lourd. Le laminage passe par d'énormes presses à vis, des machines capables d'extraire du métal la forme du futur maillon. Un maillon pour chaîne de pont, c'est un ovale d'acier géant, long de plus de 2 mètres parfois et pesant environ 3 tonnes. Imaginez la force nécessaire pour former un tel maillon. Après que la forme générale du maillon soit formée à partir du laminage d'acier résistant, il passe à l'étape clé suivante de la production, le traitement dans une presse énorme. Cette presse est un véritable monstre parmi les machines industrielles, capable de traiter du métal d'un poids et de dimensions incroyables. Dans cette presse gigantesque, le maillon n'est pas simplement plié et compacté. On lui donne littéralement la forme nécessaire au fonctionnement parfait de toute la chaîne du pont. C'est ici que se fait le réglage fin de sa géométrie, pour que chaque maillon se connecte en douceur avec le suivant, sans gêner le mouvement, tout en assurant un ancrage solide et fiable. Le processus semble incroyablement complexe et précis. Le métal dans la presse subit d'énormes pressions. Des milliers, parfois des dizaines de milliers de tonnes de force, comprimant le maillon au point qu'il acquiert les dimensions et la forme nécessaires. Il est très important que la surface du maillon reste lisse et solide, car toute fissure ou irrégularité peut causer une rupture, ce qui est inadmissible pour un élément aussi crucial d'une structure de pont. En même temps que le pliage, se produit une compaction de la structure du métal. Ce processus augmente la résistance interne du maillon, le rend plus résistant aux chocs et durable dans diverses conditions climatiques et d'exploitation. Le résultat, le maillon n'est pas seulement géant en taille et en poids, il est aussi incroyablement résistant. L'un des moments clés est l'ajustement des dimensions précises. Les maillons doivent être parfaitement compatibles pour former, une fois assemblés, une chaîne mobile mais solide. Le maillon suivant doit passer librement à travers le précédent sans blocage, mais en même temps ne pas permettre de jeu ou de relâchement. Chaque détail a un impact colossal sur la fiabilité globale du pont. La précision avec laquelle fonctionne la presse est atteinte grâce au contrôle informatique et aux capteurs qui surveillent non seulement la pression, mais aussi la forme du métal en temps réel. C'est un processus hautement technologique qui combine de nombreuses machines et personnes pour créer un produit parfait. Après être sorti de la presse, le maillon passe à un traitement supplémentaire. Meulage, polissage, inspection. Là, il est vérifié pour détecter les plus petits défauts. On mesure sa taille exacte et on évalue sa préparation à l'assemblage en chaîne. Chaque pièce doit passer le contrôle qualité, car de sa perfection dépend la sécurité de milliers de personnes et la durée de vie du pont lui-même. Plus de 1000 ouvriers et ingénieurs travaillent à l'usine, assurant la sécurité et des standards de production élevés. Ici, on fabrique annuellement plus de 5000 de ces maillons géants.
La Chine reste le plus grand producteur d'acier au monde, ce qui impacte directement les volumes de fabrication de produits à grande échelle comme les chaînes de ponts. Selon les résultats de septembre 2025, la production d'acier en Chine s'est élevée à environ 73 500 000 tonnes, soit 5% de moins par rapport à l'année précédente. Mais cela représente toujours une contribution énorme au marché mondial de l'acier. Le nombre total de ponts en Chine, équipés de tels systèmes suspendus, dépasse déjà 4000, et ce chiffre continue d'augmenter activement car le pays développe constamment son infrastructure de transport, dans le but d'améliorer la logistique et les connexions entre les régions. Pour comparaison, il existe environ 10 000 grands ponts suspendus dans le monde, et environ un tiers d'entre eux possèdent précisément ces chaînes d'acier géantes, fabriquées avec des technologies similaires à celles utilisées dans cette usine en Chine. La croissance des exportations d'acier chinois a un impact substantiel sur les prix mondiaux de ces produits métalliques. En premier lieu, l'expansion des livraisons sur le marché international crée une pression supplémentaire sur l'offre, ce qui conduit souvent à une baisse des prix. Au cours des 2 dernières années, la Chine a établi un record en volume d'exportation d'acier, qui ont dépassé 110 millions de tonnes, et on s'attend à ce que cette tendance de croissance des exportations se maintienne. Parallèlement, la production intérieure d'acier en Chine diminue, et la consommation chute, ce qui oblige les producteurs à chercher des marchés extérieurs. En conséquence, il y a un risque de saturation du marché mondial, et les producteurs locaux dans d'autres pays ressentent la nécessité de baisser leurs prix pour rester compétitifs. L'Italie prévoit pour 2026 l'achèvement du plus grand pont suspendu au monde, dont la longueur dépassera 3 km. Pour de tels ponts, des chaînes d'acier ultra résistantes sont nécessaires pour soutenir les structures dans les zones à risque sismique, ce qui confirme l'application future des technologies de fabrication de maillons géants. Imaginez un câble capable non seulement de conduire le courant, mais aussi de résister à la foudre, à la pression souterraine et à des décennies de service sans défaillance. Où n'est-il? Dans des usines où le cuivre est étiré jusqu'à l'épaisseur d'un cheveu et où les polymères sont fondus dans des tours aussi hautes qu'un immeuble de 10 étages. Ici, on crée les artères du réseau électrique, celles-là même qui alimentent des villes entières. Mais le plus grand secret est ailleurs. Comment une erreur d'un micron peut-elle ruiner un projet d'1 million de dollars? Regardez jusqu'à la fin, et vous découvrirez ce qui se trouve réellement à l'intérieur du câble d'alimentation qui maintient le monde dans la lumière. Et dans votre pays, utilise-t-on encore des lignes aériennes ou passe-t-on déjà aux lignes souterraines? Une part importante du réseau énergétique américain a été construite il y a plusieurs décennies et nécessite une modernisation. Le remplacement des anciennes lignes aériennes par des câbles souterrains à haute tension est l'une des tendances clés pour améliorer la fiabilité et la résilience du réseau. Nous nous trouvons sur le site de l'une des principales entreprises de production de câbles, où naissent les solutions pour l'infrastructure énergétique du futur. C'est un complexe de haute technologie qui allie des décennies d'expérience, des développements scientifiques de pointe et les équipements les plus modernes. Notre mission est de fournir au monde des câbles fiables, efficaces et sûrs, capables de supporter des charges extrêmes et de fonctionner dans les conditions les plus difficiles. Chaque grand projet commence par des éléments fondamentaux. Pour nous, ce sont des matières premières de haute qualité. Au cœur du câble se trouve le conducteur, l'âme qui transporte le courant électrique.
Nous utilisons du cuivre ou de l'aluminium, rigoureusement sélectionnés pour leur pureté et leur conductivité électrique. Ces métaux nous parviennent sous forme de barres ou de fils machines et constituent le point de départ pour la création d'un conducteur fiable. La première étape de production est le tréfilage. Dans des ateliers spécialisés, à l'aide de puissantes tréfileuses, le fil machine épais est progressivement transformé en un fil fin d'un diamètre donné. Ce processus exige une grande précision et un contrôle constant, car même de légers écarts peuvent affecter les caractéristiques électriques du futur câble. Nous utilisons un tréfilage multi-étapes, ce qui permet d'atteindre une géométrie et des propriétés mécaniques parfaites du fil. Le fil obtenu est ensuite acheminé vers les machines à toronner. Ici, des centaines ou des milliers de fils individuels sont assemblés en une seule âme monolithique. La configuration du toronnage peut varier, de la classique section ronde à la section sectorale, ce qui assure la compacité et une utilisation efficace de l'espace à l'intérieur du câble. Le toronnage ne confère pas seulement de la résistance à lame, mais optimise également ses caractéristiques électriques, en réduisant l'effet de peau et les pertes d'énergie. Chaque âme subit un contrôle qualité strict pour garantir l'absence de défauts. Une fois le conducteur formé, une étape d'une importance capitale commence. L'application de l'isolant. C'est le cœur de la protection du câble, qui assure sa rigidité diélectrique et sa sécurité. Les câbles à haute tension exigent le plus haut niveau d'isolation. C'est pourquoi nous utilisons des matériaux polymères modernes. Sa rigidité diélectrique exceptionnelle, sa résistance aux températures élevées et sa durabilité en font le choix idéal. Le processus d'application de l'isolant se déroule dans des lignes d'extrusion verticale. Ce sont certaines des plus hautes structures de notre usine, atteignant plusieurs dizaines de mètres. Ici, le conducteur passe à travers une tête d'extrusion spéciale où 3 couches sont appliquées en une seule passe. Un écran semi-conducteur interne, l'isolant principal en polyéthylène réticulé et un écran semi-conducteur externe. Les écrans semi-conducteurs jouent un rôle clé dans l'uniformisation du champ électrique, prévenant l'apparition de décharges partielles qui pourraient endommager l'isolant. Ce processus se déroule dans des conditions de propreté absolue, dans ce qu'on appelle des salles blanches, où la quantité de particules de poussière dans l'air est rigoureusement contrôlée pour éviter toute impureté dans l'isolant. Après l'extrusion, le câble passe par des zones de vulcanisation et de refroidissement. Dans la tour de vulcanisation, sous l'effet d'une haute température et d'une haute pression, le polyéthylène acquiert sa structure réticulée finale, ce qui améliore considérablement ses propriétés mécaniques et thermiques. Ensuite, le câble est refroidi lentement, ce qui prévient les contraintes internes et les déformations. Ce cycle est vital pour assurer la longévité et la fiabilité de l'isolant en conditions d'exploitation. L'étape suivante est l'application d'un écran métallique. Il peut s'agir d'un enroulement hélicoïdal, de fils de cuivre ou d'un ruban de cuivre. L'écran métallique remplit plusieurs fonctions importantes. Il sert de mise à la terre, protège contre les interférences électromagnétiques externes et, ce qui est le plus important, assure la sécurité en cas de défaillance de l'isolant en évacuant le courant de court-circuit. Nous accordons une attention particulière à la densité et à l'uniformité de l'application de cette couche. Pour les câbles destinés à être posés dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple dans un sol avec un risque de dommages mécaniques ou sous l'eau, une protection supplémentaire est prévue, le blindage. Il peut s'agir d'un enroulement de ruban ou de fil d'acier qui assure une protection mécanique exceptionnelle contre les agressions extérieures. Les câbles blindés ont une résistance accrue à la traction, au choc et à l'abrasion, ce qui garantit leur fonctionnement même dans les environnements les plus rudes.
L'étape finale est l'application d'une gaine de protection extérieure. Elle est fabriquée à partir de compositions polymères spéciales, résistantes aux rayons ultraviolets, à l'humidité, aux produits chimiques et aux dommages mécaniques. La gaine extérieure est la première ligne de défense de l'ensemble du câble, le protégeant des facteurs environnementaux agressifs. Nous utilisons différents types de gaines en fonction des conditions d'exploitation spécifiques, y compris des matériaux qui ne propagent pas la flamme, pour une sécurité incendie accrue. Nous effectuons des tests à haute tension, vérifions la rigidité diélectrique de l'isolant, mesurons les décharges partielles. Ce sont des décharges d'étincelles microscopiques qui peuvent indiquer des défauts cachés dans l'isolant. Notre objectif est de détecter toute faiblesse potentielle avant même que le câble ne quitte les murs de l'usine. Nous contrôlons également la résistance du conducteur, l'épaisseur de l'isolant, les dimensions géométriques, les propriétés mécaniques et de nombreux autres paramètres pour nous assurer que chaque mètre de notre production est conforme aux normes internationales les plus strictes. De plus, des tests de durabilité, de résistance au cycle de chauffage-refroidissement, à l'exposition à des environnements agressifs et aux rayons ultraviolets sont effectués. Seuls les câbles qui ont passé avec succès tous ces tests obtiennent l'autorisation d'être expédiés aux clients. Cela garantit que notre production servira pendant des décennies en remplissant ses fonctions de manière fiable. Quand un câble a passé toutes les vérifications, il est enroulé sur des tourelles spéciaux de grand diamètre. Chaque touret est soigneusement marqué, indiquant toutes les données techniques nécessaires. Ensuite, les câbles finis sont transportés vers les sites de pose, où ils deviendront une partie du réseau énergétique mondial. Il est important de noter que la fiabilité d'une ligne de câble ne dépend pas seulement du câble lui-même, mais aussi de la qualité de son installation et du montage des boîtes d'extrémité et de jonction. Ces composants sont une partie intégrante du système de câblage, assurant une connexion électrique fiable et l'étanchéité du câble. Nos spécialistes fournissent également des consultations et des formations sur le montage correct, afin de garantir un fonctionnement impeccable de l'ensemble du système.